Damien Caffio, chef de projet Startup à Esther Technopole à Limoges. Je suis assez content d'être là. Moi, je suis de l'Est du Nord. C'est pas grand-chose en fait. C'est un endroit qui est forcément pas très technologique. Aujourd'hui, je travaille dans une technopole. Mais à l'époque, c'était plutôt l'endroit le plus paysan, on va dire, du Nord. C'est un endroit qui s'appelle l'Avesnois. Le lycée, ça a été quelque chose d'assez... j'ai survolé le truc. En gros, j'étais là, mais j'étais pas là. Parce que moi, je rêvais d'autre chose. Et je rêvais d'autre chose parce que je me disais qu'à un moment donné, j'étais dans un lycée général. C'était pas forcément la voie que je préférais. Parce que fondamentalement, je faisais rien que d'écouter. Et on faisait pas de choses. On fabriquait pas. Quoi. Je voyais mon frère, lui, qui était en lycée technique. Lui, il faisait des trucs, quoi. Et il revenait en disant, mais attends, j'ai fait un projet géniaux avec les gars. Résultat des courses, on se dit qu'à un moment donné, on a raté quelque chose. Et donc, je rentre en DUT mesure physique. DUT mesure physique, je pars en doc d'histoire. Je vais faire un doc d'histoire pour pouvoir après derrière faire des études en marketing et gestion. Et je rentre là-dedans, donc je fais un doc d'histoire, donc je fais une prépa Sciences Po. C'était la prépa Sciences Po en doc d'histoire. Mais après derrière, je suis rentré dans une boîte de prod et là j'ai vraiment kiffé. Parce qu'on a fait tout. On a fait l'audiovisuel, on faisait des festivals, plein centre de Lille. On avait une équipe d'intermittents. Donc on avait une centaine d'intermittents qui travaillaient pour nous. On facturait. Donc on travaillait pour des gros trucs, pour Johnny. Les derniers, ils avaient travaillé pour Paul Naref. On faisait monter des festivals. Moi, je faisais du plateau, je faisais de la régie, je faisais des trucs. C'était ouf, en fait. On n'arrêtait pas de voir des concerts. C'était 6 jours sur 7. Et le truc, c'est que tu montes. Et à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi on n'en ferait pas une boîte ? Et donc, j'ai passé ma dernière année, donc en master 2. Mon master 2, je l'ai fait à Dream, donc à Valenciennes, qui était une boîte qui était une des 2 boîtes qui préparaient pour être les producteurs audiovisuels. Comme j'avais eu l'avantage d'être assez policé, avoir assez de culture générale pour pouvoir travailler dans la communication, je m'étais dit à un moment donné, on va pouvoir faire une communication 360. Et donc, je me suis associé avec 2 personnes. On était producteurs en audiovisuel et en événements. Par contre, on n'était pas producteurs en graphisme. On n'était pas producteur en site internet. Et là, c'est la première erreur parce que les premiers contrats, ils arrivent, je vous le donne en 1000, sur du graphisme, donc de la charte graphique, travailler sur des logos et tout ça. On était capable de faire l'idée, tu vois, de pouvoir travailler clairement sur ce que doit être la boîte en termes de com. Mais par contre, faire passer à la production, c'était une sous-traitance. Et la sous-traitance, quand les contrats sont mal vendus, la sous-traitance, il faut l'oublier. Il va bien falloir qu'il y en ait un de nous qui fasse le truc, et donc qui fasse les projets. Et donc, moi, j'ai appris à faire du graphisme la nuit. Donc, la journée, je faisais un petit peu les trucs, justement parce qu'il fallait faire des conceptions. En fait, il y a des dossiers à monter, il faut parler aux clients. Puis après, derrière, des devis, ça se fait pas comme ça, en fait, parce que les devis, il faut les jauger. Moi, l'expérience, c'était clairement que j'avais un événement de 5000 personnes, j'étais capable de le chiffrer. Mais une charte graphique pour un groupe industriel, là. Donc clairement, ça, j'ai dû l'apprendre aussi. Alors la journée, c'était plutôt la gestion, c'était plutôt ces trucs-là. Et la nuit, je devais apprendre à faire du graphisme, parce qu'à un moment donné, il faut bien réussir à produire. Et donc on produisait. Mais au bout de quelques temps, je commence à y prendre réellement du plaisir. Au début, on était très fiers de ce qu'on faisait, mais 3 mois après, on regardait, on se disait, mais non, c'est pas possible, on peut pas vendre un truc pareil, c'est pas possible. Et c'était que des trucs comme ça. Les premiers clients que j'ai eus, je les ai gardés comme amis. Parce qu'ils m'ont dit, Damien, on n'a pas osé te dire non, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'était vraiment, vraiment nul. Mais le truc, c'est que c'était nul, mais ce que tu avais fait derrière, tout le dossier, tout le travail que j'avais fait derrière, en fait, ils l'ont utilisé. Et ils l'ont utilisé pour parler de leur marque. Ils l'ont utilisé pour aller un petit peu plus loin. Et moi, ce qui m'intéressait, finalement, à force de gratter, ce qui m'intéressait le plus, c'était le business. J'aimais bien le côté de dire, à un moment donné, cette petite bricole, tu vois, le truc qui m'a pris 2-3 jours, ça va leur servir. Et ça va leur servir à gagner de l'argent. C'est un sentiment assez particulier. Parce que toi, t'es à la cave. Personne te voit. D'ailleurs, tu dois disparaître, parce que finalement, tu vas pas t'estampiller chaque logo en disant c'est Damien, ou en l'occurrence, la boîte, elle s'appelait l'Atelier à Bulles. De pouvoir construire quelque chose. Mais c'était une satisfaction absolue. Le jour où tu revoyais le logo dans la rue, mais là, tu te disais, mais c'est pas possible. J'ai commencé à faire des affiches. J'ai commencé à faire de l'identité visuelle pour des trucs où je me suis dit, je prenais un pied de folie. Parce que clairement, je pouvais voir ce que je faisais. Alors pour vous qui voulez monter, justement, par rapport à vos projets, qui voulez monter des entreprises ou après derrière monter une marque, premier conseil que je peux vous donner, c'est connaître vos clients. Pourquoi ? Parce que c'est la base. Connaître son client,
avoir des objectifs avec le client. C'est-à-dire que potentiellement, poser une marque, c'est pas poser une marque. C'est poser une marque pour qu'elle soit digérée dans le temps, pour qu'à un moment donné, ce soit quelque chose qui soit remarquable. Une marque, c'est quelque chose de remarquable. C'est remarquable pour deux choses, parce que, c'est quelque chose d'exceptionnel, on a fait quelque chose d'exceptionnel, donc ça peut être très beau, ça parle bien à l'oreille, ou des trucs comme ça, mais c'est souvent remarquable parce que les clients, ils changeront pas de marque, en fait. Si je crée une marque, c'est pour faire quoi ? C'est pour avoir des clients, et ces clients, qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi on est là ? Quels objectifs on peut avoir avec eux ? Avant, il y a beaucoup d'études. On doit travailler un petit peu sur ce qu'est un client, comment nous, après derrière, on se positionne par rapport au marché, quels produits on doit développer, en fait, ni plus ni moins. Mais ça revient toujours au client. À un moment donné, quand je connais très bien mon client, je suis capable de lui donner le meilleur produit. Et c'est vrai sur toute la vie en fait, du produit ou la vie que vous allez avoir avec le client. On appelle ça la Customer Lifetime Value. Ça a de la valeur d'avoir un client qui va revenir chez vous. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas se moquer de lui. Donc, j'ai une marque. Quelle est ma promesse ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, deux marques équivalentes, je vais aller le voir ? C'est la promesse. C'est ce que nous, on dit du client, au client. Mais pour ça, il faut le connaître parfaitement. Parce que lui, dans la promesse, il doit entendre « Enfin, une marque qui s'occupe de moi ». C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sur le papier, c'est simple. Mais généralement, en fait, le client ne le connaît pas vraiment. Et donc, pour faire le client, ce que je vous conseille, d'abord, essayez de voir a priori. Donc, il y a forcément des petites études sur Internet ou des choses qui permettent de dire à un moment donné « Mon client, il consomme comme ça ». Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire des personas. On appelle ça des personas. En fait, en gros, c'est des personnages fictifs qui vont avoir toutes les caractéristiques des segments qui sont potentiellement des gens qui vont acheter votre produit. Et c'est quelque chose d'assez ludique parce qu'on va créer Gilbert Durand, on va lui donner un nom, on va lui donner une photo, on va trouver sur Internet la photo d'un Gilbert, on va lui donner un âge, on va lui donner une voiture, on va lui donner une famille, on va lui donner... En fait, c'est absolument fictif. Mais par contre, c'est forcément quelque chose de... C'est pas quelque chose de relatif, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est absolument objectif. Quand on crée un persona, c'est une cible qui peut être primaire. C'est-à-dire c'est réellement ceux à qui vous devez parler. Et après, Gilbert, comme on le connaît, il est là. Il a une carte, il a une feuille. On est capable de dire ses habitudes. On est capable de construire une promesse pour lui. Une marque, en fait, elle se travestit du moment qu'elle travestit sa promesse. Après, on peut s'appeler Pierre, Paul, Jacques, ou j'avais vu une marque qui était excellente, qui s'appelait Dot. Le logo, c'était un point, en fait. Tu vois ? Et en fait, j'ai pas compris, en fait, la pub. Je voyais des points. Et en fait, je me suis aperçu que Dot, je l'utilisais tout le temps, en fait. Et à un moment donné, il fait « Vous utilisez ça ?» Ouais, derrière, il y a Dot. Et là, je me suis dit, c'est la mère des promesses. C'est-à-dire, tu ne les vois pas, mais tu travailles avec eux. Tu ne les consommes pas, mais tu les consommes quand même. Donc là, c'est magique. Là, t'as tout gagné. AWS avait réussi à faire ça. Les serveurs d'Amazon, pendant très longtemps, en fait, ils ne servaient à Amazon. Le jour où ils ont ouvert, parce qu'ils avaient créé plein de produits à l'intérieur, finalement, ils avaient un peu honte de ça. Ils avaient un peu honte. Ils l'ont pas vendu tout de suite. Et le jour où ils l'ont vendu, ils avaient déjà la moitié des développeurs parce qu'ils avaient des produits géniaux. Et leur promesse était simple. Si Amazon le fait, Amazon avec vous imaginez en fait le monstre que ça peut être, forcément, ça peut servir à la petite boîte d'à côté. Et c'est ça qui m'a... Je suis toujours fan des promesses. La réalité, c'est que vous achetez une marque, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle représente. 3/4 du temps. C'est compliqué d'expliquer un parcours. Parce que quand on a un parcours simple, alors ça marche bien. C'est pas la meilleure façon d'expliquer pourquoi on fait les choses. On fait les choses parce qu'on est passionné. On fait les choses parce que, des fois c'est alimentaire, mais c'est pas grave. Et tout à l'heure, je parlais de promesse pour une marque. Vous aussi, il faut vous faire une promesse. Il faut jamais travestir ce que vous voulez faire. Les gens qui sont passionnés, les gens qui sont possédés par ce qu'ils veulent faire, il y a peu de chances qu'ils n'y arrivent pas.